Ouais, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Merci d'être fidèles et un grand moment ce matin. On accueille Véronique Delplat-Dabon, qui est la présidente de la Fondation 3M pour la France, qui va nous donner en exclusivité les résultats de l'enquête 3M sur l'état de la France. L'état de la France, j'allais dire. Oups, l'état de la science et de la France également. On va voir comment on se compare justement par rapport aux autres pays du monde. On est particulièrement anxieux, vous savez combien la cause scientifique c'est la nôtre, hein, à Univers Sciences Partenaires, et le suspense est entier pour savoir est-ce que les filières STEM attirent encore les jeunes, est-ce que la science donne confiance, quel est le rôle des entreprises là-dedans, la place de l'environnement, toutes ces préoccupations. Donc, on est ravis et très honorés d'avoir Véronique ce matin qui nous présente ses résultats, une fois de plus, en exclusivité. Voilà, je passe la parole à Arabelle, je crois, qui va nous donner les détails logistiques. Merci Olivier. Bonjour, je suis Arabelle Laurence. Je suis très heureuse de modérer ce webinaire. Avant de commencer, quelques précisions techniques. Ce webinaire est enregistré. Voilà, vous allez pouvoir tout du long de la présentation de Véronique Delplat-Dabon, surtout n'hésitez pas à poser des questions dans le fil de la conversation. Je serai très heureuse de les relayer, soit pendant, soit à l'issue de la présentation. Et puis, nous disposerons aussi d'un vrai temps d'échange à l'issue de la présentation de Véronique pour pouvoir poser des questions, débattre ensemble aussi suite à la présentation des résultats. Voilà. Alors, Véronique Delplat-Dabon, vous êtes donc Sustainability and Community Relations Manager pour la région West-Med. Vous êtes aussi présidente de la Fondation 3M. Vous allez, comme l'a dit Olivier Perret, partager avec nous en exclusivité les résultats de cette grande enquête sur l'état de la science en France et dans le monde qui a été faite auprès de 17 pays. Mais peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être que vous pourriez voilà, nous éclairer un peu sur finalement pourquoi est-ce que 3M s'intéresse à la science à ce point-là. Et voilà, je pense que ça intéressera aussi tout le monde avant bien sûr de dévoiler le mystère et de cesser ce suspense qui nous étreint. Merci Arabelle, bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous ce matin. Oui, effectivement, alors pourquoi 3M fait cette étude qui s'appelle donc SOSI, State of Science Index. Donc cette étude, elle est faite par 3M depuis 4 ans. Les pays varient et donc la France cette année en fait partie. Alors rappel peut-être sur 3M parce que je ne sais pas si tout le monde connaît. Je pense que tout le monde connaît les notes post-it, les éponges Scotch-Brite, pour certaines ou certains peut-être connaissent, mais on fait également, en fait, 3M, c'est un groupe de 96 000 personnes dans le monde, on fait 32 milliards de chiffre d'affaires, on est présent sur 4 grands marchés, le grand public, donc avec ses produits post-it, Scotch-Brite, mais aussi dans la santé, on fait énormément de pansements techniques, Tegaderm, les stéthoscopes, Littmann par exemple, des champs opératoires, beaucoup de produits de santé. On est également présent dans le transport électronique, donc on fait des cols structurales pour l'aéronautique par exemple, on fait des produits d'allègement des matériaux pour les trains, beaucoup pour les transports. Et puis notre dernière division, elle s'appelle sécurité et industrie. Donc là, à la base, c'est tout ce qui est abrasif et adhésif, puisque la technologie de base de 3M, c'est l'induction. Alors l'induction, moi qui ne suis pas ingénieure, c'est une tartine sur laquelle je mets quelque chose. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a commencé avec des grains d'abrasif ou des grains d'adhésif. Donc pourquoi on s'intéresse à la science? Parce que nous sommes une entreprise qui est vraiment dédiée à la science. On a plus de 8000 chercheurs dans le monde. On dépose plus de 3000 brevets par an. Donc, c'est assez énorme. Et on maîtrise 55 plateformes technologiques.
Et pour nous, donc, la science, c'est vraiment quelque chose qui est critique. Et d'ailleurs, notre signature, c'est 3M Science Applied to Life. Donc, c'est pas juste la science pour la science, mais c'est la science appliquée à la vie. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse dans cette étude, c'est effectivement de suivre l'évolution de la science et de sa perception. Parfait. Je vais commencer à partager peut-être. Où en étais-je? Donc, pourquoi 3M fait cette étude? Je le disais parce que c'est vraiment notre motto, c'est Science Applied to Life. Et puis aussi parce que ça guide des actions qu'on mène, notamment par exemple dans le domaine des STEM, d'où aussi notre partenariat avec l'Universcience. Mais dans le monde, on fait énormément d'actions autour de ça et on a un objectif de dispenser 5 millions de formations STEM dans le monde à des publics défavorisés, par exemple. Voilà. Donc, cette étude, elle a cette année, enfin chaque année, en fait, elle prend quelques thèmes particuliers en plus. Et donc, cette année, l'idée, c'était de le replacer dans le contexte de la pandémie. Elle a eu lieu sur février et mars, donc 2021, donc dans 17 pays, comme on l'a dit tout à l'heure. Et il y a 4 grands axes. Il y a l'image de la science en général, un focus sur les STEM, bon, je ne vais pas rappeler ce qu'étaient les STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, un focus sur l'environnement et un focus sur la collaboration. Les grandes lignes de cette étude, et puis après on va rentrer dans les détails, c'est d'abord, on est à un niveau élevé de confiance en la science en France. On verra, il y a des différences avec les autres pays, mais quand même. Il y a un intérêt dans les STEM et notamment un axe autour de la mixité dans les STEM qui a été relevé. L'environnement, ça fait partie des défis que les Français voudraient voir résoudre par la science notamment, et il y a aussi pas mal d'attentes envers, vous le verrez, les entreprises, notamment sur ce que peut faire la science dans la vie quotidienne des Français. Alors premièrement, donc l'espoir. Donc, alors que effectivement ça a été fait en février-mars, donc tout le monde était très focalisé sur la campagne vaccinale, on voit que 79% des Français estiment que la science est porteur d'espoir, donc ça c'est bien. C'est quand même 10 points de moins que le reste du monde, mais c'est quand même pas mal. Il y a une grande espérance que grâce à la science, on va avoir une meilleure année 2021 que 2020, ce qui s'avère pour l'instant plutôt réel. Et puis, il y a aussi un grand consensus sur le fait que la science va nous sauver du Covid. Alors, on constate quand même sur tous ces chiffres qui sont quand même élevés, qu'on est toujours quand même un tout petit peu en retrait par rapport au reste du monde. Donc, alors ça, c'est plus à titre un petit peu anecdotique, mais au moment où on a fait cette étude, donc on était encore enfin, plus ou moins en confinement, et on a posé la question dans tous les pays d'ailleurs, qu'est-ce que vous attendez avec impatience une fois que le Covid sera passé? Et évidemment, nous distinguons, nous les Français, par manger en intérieur dans un restaurant ou un bar bondé, on est à 55% versus 40% dans le monde. Et voyager pour voir ses proches, pareil, on est aussi un petit peu au-dessus et on voit que effectivement aller à un événement culturel, ça reste aussi quelque chose de très important. Alors, est-ce que la science a influencé notre comportement pendant la pandémie? On voit que d'une certaine manière, le Covid a eu du bon, et j'en reparlerai tout à l'heure aussi par rapport à l'environnement. Il faut bien trouver des choses positives dans toute cette histoire. Et donc, on se rend compte que avec tous les messages, toute l'attention qu'il y a eu sur les scientifiques, on a vraiment une forte adhésion finalement des Français à suivre les recommandations scientifiques, ce qui est plutôt ce qui est important. On voit aussi que les vaccins sont considérés comme une réponse indispensable pour résoudre les problèmes, mais là encore, on voit quand même un écart assez significatif avec le reste du monde. Et puis enfin, on nous dit que 77%
conviennent qu'ils suivent les conseils scientifiques pour rester donc finalement, parfois on a l'impression qu'effectivement les Français ne sont pas si disciplinés et obéissants que cela, et en fait on se rend compte que par la science, on suit les conseils scientifiques. Mais on reste quand même largement en dessous des résultats qui sont observés dans le monde. Donc, on a 66% seulement, j'allais dire, des Français qui pensent qu'on retrouvera une vie normale après le Covid, contre 79% au niveau mondial. Et ils pensent également que 54%, à 54%, et ça c'est assez faible par rapport au monde, que la science améliorera leur vie dans les 5 prochaines années. Et encore moins positif, que pour 39% pensent qu'elle n'aura pas du tout d'impact. Donc ça, c'est vraiment aussi des choses intéressantes. Alors, on a un contexte en France où on a connu pas mal de scandales sanitaires, où il y a une méfiance quand même qui reste sur ces sujets, ou en tout cas un esprit critique qui fait qu'on n'est pas forcément totalement... on exerce notre esprit critique, ce qui fait qu'effectivement, on est quand même en dessous un peu des résultats du monde. Ça se voit également sur l'impact la vision de ce que peut apporter la science dans la vie quotidienne. Et là, il y a vraiment un gros écart entre ce que pensent les Français et ce que pense le reste du monde. C'est très intéressant aussi, et je repense au séminaire que nous avons eu de L'Oréal, où on nous disait aussi que les gens ne voyaient pas forcément très bien le lien entre la science et leur vie quotidienne. Et donc là, on voit qu'il y a probablement des pistes aussi pour renforcer ce lien-là, pour faire comprendre en quoi la science améliore la vie au-delà simplement du Covid, c'est-à-dire de ce qui se passe en ce moment. Ce qui est positif, cela dit, c'est que la confiance des Français reste à un niveau élevé. On a 84%. C'est pas non plus, encore une fois, la même situation qu'à l'échelle mondiale, avec 91%. On croit les scientifiques, même si vous verrez tout à l'heure, il y a quand même quelques réserves, donc 81% versus 87% dans le monde. Et on voit également qu'une bonne partie pense que si nous n'accordons pas d'importance à la science, il y aura des conséquences négatives, non seulement sur le pays, on verra aussi tout à l'heure, mais aussi sur notre vie en général. Il y a quand même un scepticisme qui se maintient. Et seulement finalement, la pandémie finalement booste presque artificiellement, on pourrait dire, l'intérêt des Français pour la science et leur confiance. Et on le voit à travers ce chiffre qui est que seulement un tiers des Français pensent que le regain d'intérêt pour la science se poursuivra après la pandémie. Donc il y a quand même encore un doute. Et on voit aussi que le fait qu'il y ait eu énormément de débats entre scientifiques, beaucoup d'opinions contradictoires. Bon, nous, on a eu le professeur Raoult, on a eu pas mal de discussions là-dessus, fait que cette diversité des opinions n'aide pas à donner une image de confiance totale envers la science, parce que finalement, des scientifiques peuvent avoir des opinions et exprimer des opinions différentes. Il y a d'ailleurs un article plutôt qui est paru dans Le Monde, et puis il y a eu aussi une émission, je ne sais plus si c'était sur Arte, sur ce sujet et sur le rôle des médias dans la diffusion de la science, les parts de voix en fait finalement accordées à chacun des courants et à chacune des opinions. On avait aussi abordé ça quand on a eu la thématique avec Universcience, le webinaire autour des fake news, etc. Donc il y a tout un contexte quand même qui rend
encore les Français plus sceptiques et qui finalement cohabitent pas forcément très bien avec l'image de la science qui doit être une vérité non discutée. La parole scientifique compte, hein, donc c'est quelque chose qui est écouté attentivement. 81% des Français se soucient de cette parole, donc toujours un tout petit peu en dessous de ce qui se passe au niveau mondial. Et 65% sont convaincus que la plupart des recherches scientifiques sont réalisées de façon totalement éthique. Là encore, on a un écart en France sur ce sujet. Alors oui, peut-être les scandales sanitaires. Alors on n'a pas forcément, comment dire, dans cette étude, on n'a pas forcément eu du quali et du détaillé en dessous, donc on n'a pas forcément creusé toutes les réponses sur lesquelles comment les gens ont répondu. Donc en fait, ce sont toujours des perceptions qui sont données. Donc voilà. Alors ça, c'était pour l'image de la science. Je ne sais pas si à ce stade, enfin, je continue, ou Arabelle, si vous voulez. Il y a des questions particulières. Oui. Non, il y a des remarques à ce stade. Il y a juste une remarque qui dit que oui, voilà, quand on parle d'opinions contradictoires, de doutes, ce serait important de comprendre que la démarche scientifique est une démarche qui invite au doute et invite au débat. Et c'est un des problèmes qu'on rencontre avec les journalistes qui sont plutôt en recherche de la vérité du moment, voilà, qui peut être très vite balayée, et que ça explique aussi possiblement ce doute qui grandit ou cette attitude un peu dubitative que peuvent avoir les Français. Il faut encourager dans leur travail. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est très intéressant, mais c'est aussi, encore une fois, la raison pour laquelle c'est important de connaître l'image qu'a la science, parce que c'est justement en la connaissant qu'on peut agir et se dire, ben voilà, ça c'est vraiment un enjeu d'avenir et de développement de notre société qui est critique, mais il faut qu'elle soit bien comprise. Et justement, l'explication du doute, de la démarche scientifique, ça doit faire partie aussi des choses qu'on doit évangéliser peut-être encore plus. Ok, alors maintenant, donc, on avait un focus sur les STEM et on remarque qu'effectivement, grâce au Covid, deuxième effet positif du Covid, l'intérêt pour les carrières et l'enseignement des STEM chez les jeunes augmente. Voilà, donc les Français comprennent l'intérêt des STEM. Alors c'était STEM, parce que c'est une étude qui vient de chez nous, donc de Saint-Paul, Minnesota, mais c'était bien expliqué dans l'étude de quoi on parlait. Donc on voit que les Français sont d'accord pour dire que ça serait bien qu'il y ait plus de gens qui suivent des carrières scientifiques. Donc ça, c'est pratiquement les mêmes chiffres qu'au niveau mondial. Mais seulement 44% sont plus motivés à poursuivre une carrière dans les STEM suite à la pandémie, contre 60% au niveau mondial. Donc là, il y a un léger disconnect, c'est que oui, ça serait bien qu'il y ait plus de monde qui le fasse, mais pas forcément moi, quoi. Donc on sent qu'il y a un écart ici. Et seulement 42% également pensent qu'en cette période de pandémie, les scientifiques et les professionnels de santé ont une influence sur la nouvelle génération pour continuer dans les carrières scientifiques, alors que c'est 62% au niveau mondial. Alors c'est pareil, on n'a pas forcément d'explication détaillée de pourquoi. On sait qu'en France, il y a eu beaucoup de débats sur la situation aussi des soignants, sur les manques de moyens dans les hôpitaux, sur voilà, la pression, les réductions du nombre de lits, etc. Enfin, il y a eu beaucoup de débats aussi autour de la qualité d'exercice de son métier dans le domaine de la santé, par exemple. Et même si la santé, ce n'est pas tout l'aspect scientifique, c'est probable que ça a eu aussi un poids sur cette opinion. En ce qui concerne les jeunes, donc la génération Z, c'est donc à partir de 1995, voilà, les enfants par exemple. Donc 60% des adultes de cette génération sont plus enclins à poursuivre une carrière scientifique, contre
80% dans le monde, donc c'est quand même moins. Et 60% déclarent que les jeunes s'intéressent plus que jamais à la science et aux enjeux liés à la science, voilà, contre 70%. Donc pareil, on est toujours un petit peu, enfin même pas mal en dessous, 20% de moins quand même, en dessous des résultats mondiaux sur ces sujets des STEM. On voit également, et ça se mélange aussi à la perception de la science, c'est que les Français attendent plus de diversité dans les carrières scientifiques, et quand ils disent plus de diversité, en réalité, on est plus là sur de la mixité quand même, puisque on le verra dans la question suivante. Donc, l'idée, c'est de dire que il faut promouvoir absolument la diversité et l'inclusion dans les filières scientifiques. Et également que les personnes, alors en anglais c'est underrepresented, que les minorités ne sont pas assez représentées et ne bénéficient souvent pas d'un accès équitable à l'enseignement des STEM. Ça, c'est un point aussi critique et quand on en parle aussi avec Universcience, puis dans d'autres instances aussi, c'est donner l'accès au STEM, par exemple en France, aux quartiers politiques de la ville. Donc faire de l'évangélisation aussi, de la vulgarisation de la science et de l'éducation sur ces sujets. Donc ça a un poids important. Donc les Français sont conscients d'un manque de mixité. Je crois qu'aujourd'hui, on avait regardé, c'est à peu près un petit peu moins d'un tiers, je crois, des écoles de filles dans les écoles d'ingénieurs. C'est ça à peu près. Voilà. On le constate aussi chez nous, que même si, alors troisième, on est très orienté autour de la chimie. Donc la chimie, c'est un domaine où il y a quand même pas mal de femmes par rapport à d'autres filières ingénieurs. Mais on constate chez nous que même s'il y a pas mal de femmes qui rentrent dans une carrière scientifique, elles ne vont pas forcément poursuivre leur carrière dans des domaines scientifiques. Elles vont évoluer vers de l'application, peut-être des choses plus tournées vers les clients, et donc on a plus de mal à les maintenir dans ces filières-là. C'est la raison aussi pour laquelle on a mis en place des initiatives comme Women Leadership Forum. Donc ça, c'est une initiative qui vise à aider les femmes à se développer dans l'entreprise. Et il y a une branche spécifique de ce WLF pour la communauté technique qui s'appelle Tech WLF, qui justement a pour mission de garder des femmes dans ces milieux et de prolonger leur carrière plutôt qu'elles partent au bout de quelques années vers d'autres métiers. Donc 85% donc des Français reconnaissent qu'il faut en faire plus pour encourager et inciter les femmes à poursuivre les études dans les STEM, et que si on ne le fait pas, il y aura des conséquences négatives sur la communauté, parce que la diversité et la mixité notamment induisent rendent plus riche finalement l'expérimentation, les avis, les opinions. On avait fait on est sponsor, on est mécène d'une bourse à l'ESSEC sur Women in Data Sciences, et on voyait qu'en fait, on avait fait venir une jeune femme qui nous parlait du biais dans l'étude des données. Donc l'étude des données, c'est quand même quelque chose de très très précis, encadré, etc. En fait, il y a un biais, la manière d'analyser d'un garçon ou d'une fille n'est pas la même, donc on induit aussi un biais. Donc voilà. Et puis 62% des personnes considèrent que les femmes sont davantage découragées de poursuivre des études STEM que les hommes. Là, on revient aussi sur des thèmes tels que avoir des rôles modèles dans les carrières scientifiques. Ce qui est intéressant également, c'est que les Français estiment que les entreprises ont un rôle à jouer. Et d'ailleurs, vous verrez, on a un rôle à jouer, nous, entreprises, dans pas mal de domaines perçus par la population en général, par le grand public. Donc 86% estiment que les entreprises devraient jouer un rôle clé dans l'amélioration de la diversité dans les STEM.
au travers, par exemple, de stages, de bourses. C'est intéressant aussi pour nous, dans le cadre d'Univers Sciences, investir pour donner l'envie aux enfants d'aimer la science, créer des ressources pour que les enfants s'intéressent aux sciences dès leur plus jeune âge. Donc, on voit que c'est important et qu'il y a une attente vis-à-vis des entreprises. Ensuite, question à ce stade où j'avance sur l'environnement? Oui, une question, Véronique, juste une question pendant qu'on y était. Il y a une question, puisque vous parliez de diversité, c'était un peu quel était le périmètre de l'étude? Il y a la France et puis quels sont les pays et les zones géographiques? Alors là, c'est très. Il y a 17 pays. Alors, je ne sais pas si j'ai la liste, mais enfin, c'est très, très varié. Alors, nous avons cette année Australie, Brésil, Canada, Colombie, Chine, France, Allemagne, Inde, Italie, Japon, Mexique, Pologne, Singapour, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, États-Unis. Ok, c'est extrêmement complet. Merci. Ouais. Et l'année dernière, alors que vous avez dit tout à l'heure, j'étais responsable Ouest Méditerranée, donc un concept bien américain qui comprend France, Espagne, Portugal et Maroc. Voilà, c'est la Ouest Méditerranée. Et l'année dernière, nous, par exemple, dans notre région, c'était l'Espagne qui était sondée et pas la France. Donc ça change en fait, ce qui ne permet pas forcément toujours de comparer, en tout cas pays par pays. Autre chose? Non, c'était la question qu'il y avait là. D'accord. Alors c'est aussi, c'est vrai que on n'a pas dit ça tout au début avec Arabelle, mais c'est aussi la raison pour laquelle finalement je suis porte-parole aussi sur ce sujet. Je ne suis pas la seule, on a aussi notre directeur des labos. C'est qu'il y a énormément d'implications, comme on le voit là, en matière d'attente des entreprises, donc aussi pas mal en matière de responsabilité sociale, donc de RSE. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de voir que cette attente, elle peut être aussi comblée par des fondations, par des actions sociales, etc. Et ma deuxième casquette, c'est pas une deuxième casquette, le deuxième gros sujet, c'est l'environnement. Enfin, ça c'est voilà, pour moi. Mais donc c'est notre troisième axe de l'étude, l'environnement. Et là, on voit en fait que 66% des Français, enfin d'abord on voit que les Français sont plus souciés de l'environnement. 66% des Français estiment que la pandémie les a rendus plus soucieux de l'environnement. Donc ça, c'est, je vous dis, un des aspects positifs du Covid. 83% donc, estiment que le monde devrait se familiariser avec la science pour rendre le monde plus durable. Et 90%, donc c'est beaucoup, attendent que les solutions pour le changement climatique soient mises en place immédiatement. Donc on voit un lien qui se fait finalement entre la situation de la pandémie, le rôle de la science et la conscience environnementale et la conscience que la science pourrait aider à résoudre ces problèmes environnementaux. Spécifiquement, alors c'est moi qui travaille sur l'environnement depuis quelques années, je me souviens de pas mal d'études qui étaient faites notamment par Ethicity, Greenflex sur la perception des problématiques environnementales par les Français, et on voyait qu'avant en fait ce souci de l'environnement était presque toujours, alors ça existe toujours, hein, mais par rebond par rapport à la santé. C'est-à-dire que c'était la santé, ma santé, qui drivait directement la préoccupation de l'environnement. Or là, on voit que ça change et qu'il y a plus de préoccupations environnementales directes. Bien sûr qu'on sait que ça a une répercussion sur la santé et sur la vie humaine, mais il y a plus de préoccupations directes sur les sujets environnementaux grâce au Covid, si je puis dire. Donc, les questions, alors ça c'est vraiment aussi différent de ce qui se passe ailleurs. Les questions qui ont le plus préoccupé les Français, la première, c'est la pollution des océans avec les plastiques. On va revenir dessus juste après. Le changement climatique, l'intensification des catastrophes naturelles et la pollution de l'air. Et plus marquant encore, c'est que 76% de la génération Z, donc des jeunes à partir de 25 ans, de moins de 25 ans, est préoccupé par le changement climatique, et c'est significativement plus élevé que la moyenne nationale. Donc ça, on le percevait, je pense, mais voilà.
Alors ça, c'était quand même une surprise. Quand on demande aux Français qu'est-ce que le monde doit adresser en priorité comme problème, eh bien, les Français placent la pollution plastique en tête des priorités que la science doit résoudre, avant la pandémie, ce qui est assez étonnant. Et ensuite, le changement climatique. Alors, on s'est demandé pourquoi. Pareil, on n'a pas forcément d'explication dans les détails, mais ce qu'on voit, enfin, moi, je vois deux raisons. Bon, une première, c'est que en France, on a eu énormément de campagnes sur le tri, sur le recyclage. On a eu l'effet papillon. Enfin, on a eu plein de campagnes sur le tri. Et avec une sensibilisation particulière sur les plastiques. Donc ça, c'est un premier élément. On a aujourd'hui, avec l'extension des consignes de tri, quand même un gros focus sur on va trier de plus en plus de plastique. On ne va pas forcément les recycler tous, mais en tout cas, on va plus les collecter. Et puis le deuxième élément, je ne sais pas si vous connaissez une directive européenne qui s'appelle Single Use Plastic, donc les plastiques à usage unique, qui est une directive de l'Union européenne pour réduire, voire éliminer, quand c'est possible, l'usage de plastique à usage unique. Et en fait, il y a vous avez bien vu des interdictions sur différents produits composés de plastique, les cotons-tiges, les pailles, enfin des gobelets en plastique, etc. Et en fait, ces interdictions et le choix de ces produits qui sont bannis, qui vont l'être, est lié à, en fait, qu'est-ce qu'on retrouve sur les littoraux européens, qu'est-ce qu'on a retrouvé sur les plages européennes. Et donc, à partir de cette liste-là, on a vu qu'est-ce qui pouvait être supprimé. Et en l'occurrence, le littoral français, alors je crois que c'est un des plus importants des littoraux européens. Et donc, voilà, on comprend aussi qu'il y a que cette pollution, pour le coup, en France, est sûrement beaucoup plus visible que d'ailleurs. J'allais dire en Suisse, mais c'est pas l'Union européenne. Donc, voilà. Donc la France est le seul pays à placer la pollution du plastique en premier. Les 4 actions que les entreprises devraient mettre en priorité pour un avenir durable, bon, alors bien sûr, c'est des perceptions, et voilà, donc c'est d'abord réduire la quantité de plastique dans leurs produits, utiliser des matériaux recyclés, utiliser des sources d'énergie renouvelables pour alimenter leurs bâtiments et réduire les déchets. Ça, c'est beaucoup d'entreprises industrielles aujourd'hui ont ces objectifs. Nous, c'est pareil, on vient de lancer un nouvel objectif sur le plastique vierge. On va réduire notre utilisation de 5 fois la tour Eiffel. 5 fois le poids de la tour Eiffel. Voilà, ça, c'était un petit clin d'œil des Américains, de nos collègues sur ce sujet. Donc, il y a des attentes, hein, bien sûr, vis-à-vis de ça. Et enfin, dernier point, les 3 priorités que les entreprises devraient privilégier pour l'avenir. Donc, on a préparé les futures pandémies à 57%, pratiquement comme dans le monde. Investir dans les innovations qui atténuent les effets du changement climatique. Là, c'est un peu plus fort même que dans le monde, 54%. Et puis collaborer avec les gouvernements pour plaider en faveur des réglementations qui aident à résoudre les problèmes mondiaux. Alors j'accélère un peu parce que je vois qu'il est déjà presque moins 10. Donc les grands enseignements, voilà, donc un haut niveau de confiance, mais quand même un certain scepticisme, notamment par rapport à la diversité des opinions scientifiques exprimées, qui peut relever une certaine méconnaissance du fonctionnement de la science. À part le Covid, une connexion pas forcément très directe entre la science et la vie, leur vie, la science dans leur vie, à part pour la jeune génération qui semble plus investie sur ces sujets-là. La nécessité pour les Français de voir plus de monde se lancer dans les carrières scientifiques et notamment avoir plus de femmes dans ces métiers et dans ces filières au risque d'avoir un impact négatif sur la société. Et enfin, ce dont on a parlé tout à l'heure, la préoccupation autour de la pollution plastique qui reste la priorité à résoudre grâce aux innovations. Voilà. Et enfin, les entreprises
qui font l'objet d'une forte attente sur de nombreux domaines, autrefois du domaine de l'État. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Et je suis disponible pour des questions. Merci, Véronique. Alors, je vais relayer quelques commentaires qui ont été faits pendant que vous parliez, notamment sur cette partie plus dédiée à l'écologie, avec des remarques sur le fait que peut-être que s'il y a cette forte sensibilité autour du plastique, c'est très lié au récent documentaire qu'il y a pu avoir. Il y a eu beaucoup de choses sur Netflix, sur Arte, il y a eu des choses, des photos avec les poissons remplis de plastique. Et ça peut avoir, pour le coup, rapprocher les personnes, enfin montrer un impact du quotidien, voilà, et peut-être mieux sensibiliser que d'autres sujets. Ça, c'est des remarques qu'il y a eu au fil de l'eau, et puis une précision sur la génération Z qui est de 95 à 2010. Voilà. Voilà. C'est celle qui est née avec le numérique en place. Ok. Voilà. Alors, j'ai perdu ma caméra entre-temps. Bon, ben voilà. Et la personne de l'informatique vient de passer. Je lui ai dit tout est bon, il vient de repartir. Et là, paf, je perds ma caméra. Bon. On vous entend. On vous entend très bien. Voilà. Donc, alors, on a une question. On a une question. Sandrine, peut-être que vous pourriez prendre la parole, parce que je voudrais être sûre de bien vous lire. Pardon, je pense que j'ai eu une petite dyslexie du clavier. C'est ça. Oui, en fait, vous avez conclu sur les attentes dans votre enquête, le retour sur les attentes vis-à-vis du rôle des entreprises. Et en fait, peut-être qu'il n'y avait pas dans vos enquêtes d'attente vis-à-vis du rôle de l'État. Est-ce que c'est à rapprocher du manque de confiance dans les institutions au sens large, ou est-ce que ce n'était pas dans votre étude et dans ce cas, c'était juste à côté de la question? Enfin, voilà. Non, alors à ma connaissance, il n'y avait pas particulièrement de questions sur le rôle de l'État, mais c'était plus, voyez-vous un rôle pour les entreprises? C'était plus dans ce sens-là. Hein, voilà. Donc effectivement, ça peut être un biais aussi, mais oui, c'était une attente. On n'a pas dit, est-ce que vous estimez que l'État n'est pas en mesure de, par exemple, non. Non, c'était plus, pensez-vous, un peu finalement comme on fait en développement durable, en RSE, les études de matérialité. C'est-à-dire que dans les études de matérialité, qui normalement, qui doivent guider l'action en matière de développement durable des entreprises, on va regarder d'une part les attentes que nos stakeholders, donc les gens autour de nous, ont vis-à-vis de l'entreprise, premièrement, et deuxièmement, on va regarder en quoi l'entreprise en question est capable justement de répondre à ces enjeux, c'est-à-dire quelle force on a pour ça. Et c'est le croisement des deux qui va, d'une certaine manière, définir la politique environnementale de l'entreprise. Merci. Véronique, est-ce que vous avez des exemples à partager avec nous de la façon dont 3M, finalement, s'engage justement pour la science, pour améliorer sa perception, sa compréhension dans le quotidien, parce qu'en plus, la baseline que vous citiez est très, très intéressante. Enfin, je veux dire, la science appliquée à la vie, il y a vraiment quelque chose qui peut parler à des Français, surtout, d'ailleurs, qui sont élevés de façon très théorique. Oui, alors, différentes choses. Premièrement, on a nommé, le 3M a nommé au niveau mondial il y a quelques années, je crois que c'est en 2018, il y a 3 ans, une femme qui est notre science advocate. Voilà, donc on a notre propre avocat de la science. Alors c'est un peu étrange comme rôle, mais oui, ça c'est donc une femme qui s'appelle Jayashree Seth, qui est d'origine indienne, qui vit aux États-Unis, qui a fait une partie de ses études en Inde, une partie aux États-Unis, et qui est une de nos grandes scientifiques. Et donc, elle a vraiment pour mission d'aller évangéliser, porter la bonne parole de la science. C'est utile, c'est bien, et les innovations peuvent nous sauver et nous rendre la vie plus facile sur plein de domaines. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est que dans le monde, et bon, en France, c'est un petit peu plus jeune comme approche, mais dans le monde, il y a, 3M a fait énormément d'éducation à la science
On a notamment un système qui s'appelle Science Wizards, donc c'est les sorciers de la science, et en fait on peut, ça se fait pas mal aux États-Unis, mais on l'a fait aussi en Espagne, on peut commander un sorcier, c'est-à-dire en fait chez nous ça va être un ingé, qui va venir dans une école et qui va faire des petites démonstrations de science, évidemment de manière ludique, voilà, donc ça on peut le faire. Et on a aussi développé un jeu dont on a parlé pas mal aussi avec Universcience, un jeu de réalité virtuelle qui s'appelle STEM VR, donc STEM Virtual Reality, qui se joue sur PlayStation, qui a été développé par la Fondation espagnole, voilà, qui se joue à 3 et qui va permettre de découvrir chacune des initiales de STEM de manière très, très ludique. Voilà. Et puis en France, ben, on a donc le partenariat avec Universcience qui va nous permettre voilà, d'appliquer aussi tout ça. Merci. Alors, il y a des questions, il y a des questions qui sont levées parce qu'on a aussi un auditoire très discipliné. Olivier Perret, vous avez levé la main en premier, on dit. Donc... Merci. Merci Véronique, c'est intéressant. Moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est probablement, d'abord le moins, c'est que la France, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, on a ce genre de choses où on interroge nos collaborateurs un peu partout dans le monde. Et j'ai remarqué que la France, quand on a les réponses des Français et des Françaises, elles étaient toujours en retrait par rapport à d'autres, systématiquement, dans n'importe quelle question qu'on pose. Et ça fait peut-être un peu partie de notre éducation, le fait qu'on ne donne jamais 10 sur 10 en France. Okay, si vous êtes absolument excellent ou excellente, vous avez 8 ou 9, mais sûrement jamais 10, alors que d'autres pays n'hésitent pas à mettre 10 sur 10, okay, en particulier les pays anglo-saxons. Mais bon, c'était juste un commentaire, donc je ne suis pas surpris qu'on soit toujours un petit peu en deçà quelque part. Par contre, ce qui, moi, m'interpelle, qui est choquant, c'est le disconnect entre science et vie quotidienne. C'est-à-dire que les Français considèrent que je ne vois pas le rapport, quoi, entre la science et ce qui est ma vie de tous les jours. Et ça, je pense que ça devrait être un grand axe. Vous avez déjà donné un certain nombre de réponses de comment vous faites H3M, 3M. Chez Schumerger, on a un certain nombre de choses aussi. On le fait tous un peu, mais c'est probablement source de réflexion pour notre organisation d'Universcience partenaire et d'Universcience en général. Comment est-ce qu'on réconcilie, ou c'est pas juste réconcilie, mais on remet dans le contexte la chose scientifique au sein des activités du quotidien. Et pour que les uns et les unes et les autres se refamiliarisent avec et créent ce lien en disant ah oui, donc effectivement je fais de la mayonnaise, c'est de la science, quoi. Mais d'une certaine manière, on voit aussi dans l'étude que le Covid amène cette conscience. Alors évidemment que sur les aspects médicaux peut-être, mais c'est peut-être le moment aussi de tirer ce fil-là de oui, la science c'est les vaccins, la science c'est les traitements, la science, etc. Mais c'est aussi, je sais pas, voilà, les avions qui volent, enfin c'est moins à la mode, hein, mais bon, voilà, ça peut être aussi ça, c'est peut-être aussi une opportunité d'en profiter, parce qu'on voit bien aussi d'ailleurs que dans certains pays, dans des pays comme l'Inde par exemple, où le yoga protège du Covid, dixit leur président, enfin pour partie, ce qui est sûrement pour partie vrai, hein, effectivement, pour être en bonne santé, mais ça ne suffit visiblement pas. Donc on voit que les pays où il y a beaucoup d'obscurantisme ne sont pas ceux qui s'en sont sortis le mieux pendant le Covid. Oui, juste là-dessus, avant, je ne veux pas monopoliser, mais il y a aussi quelque chose qui on fait la confusion, et elle a été entretenue un petit peu par les médias, cette confusion entre la différence entre la science et la recherche scientifique. Mais ce n'est pas la même chose. La recherche scientifique, par définition, doute de tout pour pousser, pour aller plus loin, pour chercher, voilà. Et donc, le débat,
le fait que rien n'est certain et qu'il faut continuer à avancer, ça fait partie du jeu. Et ça, on nous l'a montré énormément, constamment, au niveau des médias. Alors que la science, il y a des vérités scientifiques absolues. Et celles-là, elles ne sont pas contestables. Et on a fait souvent, on fait cette confusion entre les deux, qui, pour ceux qui ne sont pas forcément versés dans la science et autres, associent l'un à l'autre, ou l'une à l'autre. Et là, ça fait que tout le monde commence à douter en disant, regardez, toute cette science, on ne sait jamais, il n'y a que du flou artistique partout. Et ça entretient cette défiance, à mon avis, comme on l'a vu pour les vaccins, pour les ci, pour les ça, le reste. C'est pas une question de Sandrine? Vous avez levé la main aussi. Oui, oui, tout à fait. Je partage totalement le point de vue de M. Perra sur la question de la recherche scientifique et de la science. Et effectivement, pour nous, Universcience et d'autres établissements culturels, il y a un vrai, je pense, rôle à jouer pour bien montrer que la démarche scientifique, c'est une démarche de doute qui aboutit, après un certain nombre d'étapes, à la stabilisation de connaissances qui donne là, pour le coup, des vraies informations non discutables et non contestables, mais après une phase de doute. Et ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose de stratégique sur lequel il faut qu'on travaille. Moi, j'ai une question sur la... ça me fait sourire le côté... tout le monde pense que la science c'est très important et qu'il faut qu'il y ait des gens qui fassent des carrières, mais pas moi en fait, hein, plutôt le voisin si c'est possible. Et je me demande si vous avez creusé sur ce point pour voir si c'est parce que les jeunes, puisque là c'était des jeunes gens, pensent que c'est parce que c'est trop dur pour eux, qu'ils n'ont pas les capacités eux-mêmes, ou si ils en auraient les capacités, mais c'est des métiers qui ne sont pas valorisés, pas bien payés, enfin voilà, donc la représentation qu'ils ont de la carrière que ça veut dire, etc. Je dis ça parce que j'ai eu l'occasion dans le passé, avec l'ORN, on a travaillé pas mal avec des partenaires et l'organisation de congrès d'élèves autour de projets pédagogiques, et on avait régulièrement des jeunes gens qui faisaient des propositions tout à fait brillantes, enfin, pour des collégiens ou des lycéens, des vraies propositions de projets. Et quand on leur disait, et une fois même, Madame Aignoret, qui était notre présidente à l'époque, a félicité le vainqueur d'un concours en disant qu'il était promis à une belle carrière scientifique, il lui a dit « Ah non, non, ça c'est pour m'amuser, et moi je veux faire trader parce que là je gagnerai de l'argent ». Donc c'était assez drôle, je trouve, c'est pour ça que je vous le raconte. Et je me demande si vous avez creusé un peu cette question sur est-ce que c'est trop dur pour moi, mais je pense qu'il y a des gens qui doivent le faire, mais c'est trop dur pour moi, ou est-ce que c'est aussi parce qu'ils imaginent derrière un métier de labeur pas très bien valorisé et du coup pas très sympa pour y aller, quoi. Alors Véronique, on a récupéré le visuel, c'est formidable. Oui, et puis, mais du coup, j'ai loupé un petit bout, je ne sais pas, ça a encore... voilà. Donc, est-ce que la question était pour moi, là, du coup? Oui. Oui, de savoir si dans votre enquête ou au-delà, vous avez creusé cette question de pourquoi c'est important qu'il y ait des jeunes qui aillent faire des carrières scientifiques, mais plutôt les autres et pas moi-même. Quelle raison à cet engouement passif? Non, enfin en tout cas, j'ai pas d'éléments là-dessus dans l'étude là. En revanche, c'était une autre étude. Non, j'ai pas en tout cas pas dans cette étude, ça n'a pas été détaillé, mais effectivement, il y avait, je me souviens d'une étude, mais je sais plus si c'était une étude qu'on avait faite nous ou qu'on a consultée. Où on voyait en fait que il y avait une perception d'une plus grande difficulté des études scientifiques et du coup d'une sorte d'inaccessibilité. Et puis oui, c'est ça. Et puis ensuite une mauvaise connaissance des carrières et du fait que ça serait beaucoup trop prenant, surtout pour les filles. C'est peut-être quand on a parlé avec L'Oréal, en fait, hein, je ne me souviens pas, mais voilà. Non, mais pas en tout cas dans cette étude. Je voulais vous dire aussi que pour ceux qui étaient intéressés par les résultats d'autres pays, je ne sais pas si c'est possible, mais je peux éventuellement, si quelqu'un s'intéresse à un des pays que j'ai cité tout à l'heure, voir si éventuellement on peut récupérer les résultats. Super, merci.
Alors, j'ai une question, remarque. Pourquoi un avocat de la science ou un avocat des sciences? D'où vient l'idée? Enfin, pourquoi faire spécifiquement? Alors, en fait, c'est un poste qui a été créé il y a 3 ans. Et alors, il faut peut-être se replacer un tout petit peu dans le contexte américain. On sort quand même des années Trump. Donc, je vous rappelle que le Covid se guérit en buvant de l'eau de Javel et en mettant de la lumière à l'intérieur. Je ne sais pas comment, mais donc il y a eu aussi, enfin, je sais, 3M a toujours eu à cœur de rester très justement scientifique, data-driven, etc., database sur tous ces sujets. Et face à quand même une certaine méfiance vis-à-vis de la science aux États-Unis et puis un contexte peu favorable en fait à la vérité dont on parlait tout à l'heure. 3M a décidé de faire ça. Et son rôle vraiment à Jechoui, c'est d'aller partout dans le monde, de démontrer, alors en plus c'est une femme donc elle en profite pour évangéliser sur l'aspect des femmes dans la science, mais elle a vraiment ce rôle d'aller expliquer en quoi la science c'est important, en quoi la science résout des problèmes dans la vie, enfin finalement ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de reconnecter la science à la société, à quoi ça sert, pourquoi, comment ça marche, etc. Et donc elle participe à beaucoup de colloques, elle va dans différents pays. On l'avait invitée d'ailleurs en France, oui, l'année dernière, aussi pendant la semaine de la science. Donc voilà, son rôle, c'est ça, c'est d'aider, d'être rôle modèle par la même occasion et d'évangéliser partout sur la science. Parce que 3M estime que si qu'on doit vraiment continuer à montrer l'impact positif de la science pour la société, quoi. Okay. Oui, pardon, j'ai pas levé la main cette fois-ci, mais j'avais aussi un commentaire ou plutôt à partager avec vous sur les aspects du plastique. C'est quand même assez intéressant de voir que c'est numéro 1 en France. Et ça serait intéressant aussi, je ne sais pas si elle existe, cette enquête sur la consommation en fonction de l'âge. C'est-à-dire que on sent que les nouvelles générations sont très sensibles à la pollution des océans, hein, et en particulier, ce qui est très bien. Mais moi, ce qui m'intéresserait aussi, c'est de voir la consommation de plastique en fonction de l'âge. En particulier, quand on voit tout ce qui est, je sais pas, fast-food et autres choses, alors on en a consommé de façon extravagante, d'ailleurs pendant le Covid, hein, puisqu'il fallait tout mettre en sachet personnel. C'était incroyable, incroyable. Et ça serait assez intéressant de comparer les deux, c'est-à-dire à la fois, une fois de plus, c'est un peu ce qui a été dit par Sandrine, je crois. Oui, on veut faire ça, mais pas moi, quoi. Hein, et je ne sais pas si vous avez, à 3M, vous devez avoir ce genre de choses, j'imagine, parce que ça fait partie de votre vie industrielle également. Alors, je ne peux pas, on n'a pas fait d'études particulières sur ce sujet. Je me souviens effectivement d'études d'Ethicity Greenflex sur le sujet de, par exemple, la consommation du bio ou acheter plus durable. Voilà. Et effectivement, il y avait toujours un décalage entre la déclaration, oui, je suis prête à faire des efforts, etc., etc. Et puis dans les faits, ben non, finalement non, parce que c'est plus pratique, parce que c'est moins cher, etc. Ça a tendance quand même à se rééquilibrer. On voit aussi qu'il y a des utilisations d'applications comme Yuka, par exemple, qui donnent des scores. D'ailleurs, ils se sont fait tacler là, il n'y a pas longtemps, mais qui donnent des scores environnementaux et sur la santé pour faire un choix plus éclairé, théorie. Hein. Sur ça, on voit. Bon, donc l'affichage environnemental, c'est aussi un sujet qui est en gros débat et qui monte aussi
qui sera obligatoire, on va vers l'impact carbone des produits, etc. Donc, il va y avoir quand même une possibilité de choisir de manière éclairée les produits en fonction de leur impact environnemental. Donc, ça va sûrement avoir une influence. Après, sur le côté industriel, parce que nous, quand même, on fait 15% de notre chiffre d'affaires maximum en grand public. Hein. Tout le reste, c'est de l'industrie et de la santé. Moi, je vois de la part de nos clients énormément de questions sur tous les aspects, aussi bien sociaux, sociétaux, environnementaux, de PACA, de contenu, de recyclage, de bio-based, enfin vraiment maintenant c'est vraiment énorme le nombre de questions détaillées que nous avons à chaque fois qu'on va passer un appel d'offres ou une commande importante. Oui, donc la préoccupation, elle est là dans les achats responsables, voilà, en tout cas. Mais c'est un peu ça le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut rien acheter qui ne soit pas empaqueté. Hein. Oui, bah le Covid n'a pas aidé, ça c'est sûr, mais en même temps, les emballages ont évolué Pas que aussi. le Covid, pas que le Covid. Oui. Moi, je suis assez incroyable, par exemple, dans les supermarchés aujourd'hui, quand vous voulez acheter bio, oui. Okay, des bananes bio, elles sont emballées. Bah oui, pour les différencier. Bio, elles ne sont pas emballées. Ouais. Pourquoi? Alors ça change un peu. Pour des raisons, pour que les clients qui sont un peu limite, ils vont vous faire passer du bio pour du pas bio, comme ça coûte plus cher, il faut l'emballer. Donc, enfin, il y a des paradoxes comme ça qui font que j'aimerais bien savoir d'ailleurs la consommation en France de plastique. À mon avis, elle ne baisse pas la consommation en France de plastique. On voit aussi des bananes épluchées déjà et emballées du coup. Donc, les emballages sur les bio, on a une explication commerciale au fait que les produits bio sont emballés par rapport aux produits non bio. En revanche, acheter des bananes pré-épluchées, je ne suis pas sûre qu'il y ait une vraie explication rationnelle quand même. Mais maintenant, il y a de plus en plus des tampons aussi. Parfois, j'ai vu ça sur les citrons bio. Voilà, c'est tamponné. Donc, ça révite. Et puis, la nouvelle loi climat et résilience, là, on va beaucoup pousser aussi sur le vrac. Ça va aussi faire évoluer les choses, hein, je pense. Alors, pendant que vous échangez, là, le débat s'enflamme dans la conversation. Voilà, avec un rebond sur le mot évangéliser qui en gêne certains en disant parce que la science quand même n'a pas que des impacts positifs, et qu'il y a un rebond ensuite sur effectivement est-ce qu'on on ne pourrait pas aussi se réjouir de l'esprit critique français, parce que finalement, on a été parmi les premiers à interdire. On donne l'exemple du dioxyde de titane nano dans l'alimentation. Ça n'a pas que du mauvais. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai. C'est moi qui utilise le terme évangéliser, mais en fait, non, c'est pas comme ça qu'il est décrit. C'est vraiment faire connaître la science, les métiers scientifiques, les bénéfices que ça peut apporter, etc. Et effectivement, il faut être critique. En France aussi, on a une tradition, par exemple, sur l'éthique. Parce que les Américains, eux, ils nous parlent de compliance, mais en France, la notion d'éthique, on a un comité d'éthique, on a une approche toujours quand même beaucoup plus intellectuelle, philosophique et prospective, je trouve, quand même, de ce que la science peut nous apporter. Hein. Si on veut, je ne sais pas si vous connaissez la série Black Mirror, donc il y a une série sur voilà, moi j'adore cette série parce que c'est vrai, et je me dis, il faudrait consulter des gens comme ça, des créateurs de séries comme ça, pour se rendre compte de toutes les dérives possibles, pour le coup, de la science, de tout ce qui est digital, etc. Donc, voilà. Nous arrivons au bout de notre échange parce qu'il est bientôt 10h15. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions ou une dernière question, je pense qu'on va arrêter là, et sur ce beau commentaire, merci, voilà. Essayons de distinguer esprit critique de scepticisme. Hein, il y a une petite tendance au cynisme français qui effectivement nous fait glisser, et c'est bien dommage, mais gardons l'esprit critique. Et voilà, donc je voulais vraiment merci beaucoup Véronique Delpla d'Amont pour ce partage et sur cette étude, et nous avoir laissé la primeur de ces résultats. Merci à tous les participants. On sera heureux de vous retrouver donc à la rentrée
Si je ne me trompe pas, c'est le 13 septembre avec Naval Group autour de la transition énergétique maritime. Vaste sujet aussi. Merci à tous. Olivier, je vous laisse un mot de la fin. Non, merci surtout à Véronique et c'était excellent. La preuve, on aurait encore plein de questions, mais il faut qu'on en reste là. Merci à toutes et à tous pour votre participation. À très bientôt et bonnes vacances. Ciao, ciao. Merci à tous. Merci. Merci. Bonne journée, à bientôt.